Aujourd'hui, au cœur de l'actu clap, on accueille un humoriste. Ouais. Non, non, je rigole parce que je rigole parce que cet humoriste pour moi, il est totalement fou. Mais honnêtement, il a un humour moi qui m'a parlé tout de suite. Je sais que le mec en fait, il va faire des très très belles choses, mais cet homme est vraiment fou. Voilà, je tiens à vous le préciser. Ne soyez pas choqués pendant l'interview. Voilà, soyez prêts, installez-vous bien parce que ça va être n'importe quoi. Un humoriste en fait qui l'été dernier, on s'est rencontrés justement sur Châtelet. Il m'a arrêté en plein milieu de Châtelet. Il m'a dit clairement, voilà, je joue un spectacle. C'était combien de temps? 5-10 minutes, je me rappelle plus. 20 minutes. 20 minutes. Bah, tu vois, 20 minutes. Et il m'a arrêté comme ça. Et en plus, attends, c'est quoi la blague que tu m'as fait quand tu m'as... Soit tu marchais et j'ai fait genre que t'avais fait tomber un truc et c'était mon flyer, soit j'avais fait genre j'étais au téléphone avec Non, c'était au téléphone. C'est du téléphone. J'étais avec le flyer comme as, je te regardais mal. Et j'ai dit attends, je crois qu'il est là, je te le passe. Ah, j'étais toi, j'ai le flyer. Il m'a tendu son flyer pour me dire qu'il avait un spectacle qui jouait justement avec d'autres humoristes à qui je fais deux belles dédicaces. Parce que je me rappelle plus du tout. Fad et Natacha. Non, en fait, je me rappelle, mais c'était Natacha, je me rappelais pas. Bah, je leur fais une très très belle dédicace. Voilà, c'est un humoriste qui a un humour, moi, qui m'a parlé tout de suite. Vraiment, c'est un humour totalement décalé et totalement fou, mais aussi très très constructif. J'aime beaucoup. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle l'IS Vagabond. Je sais que je les imagine poser leur tel et vous le dire comme des gogoles. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est là que tu... Clap. Jingle, let's go. We'll make it clap. We'll make it clap. Comment tu vas, l'IS? Toujours bien. Je suis très très content de t'avoir. Je sais que j'ai un peu mis de temps avant de te contacter. Avec plaisir. J'ai mis un peu de temps avant de te contacter parce que voilà, c'est toute une organisation maintenant la Q-Club, vu que je suis plus tout seul, il y a de plus en plus de personnes qui viennent justement pour participer dans ce média. Donc Tant mieux. ah bah je suis content, moi ça me fait plaisir parce que le projet fonctionne. Et j'ai essayé de mettre les moyens avec l'équipe pour que tout avance et tout se passe pour l'instant au mieux et bien sûr qu'on vise à s'améliorer, donc c'est un kiff total. Très content de te recevoir. Avec plaisir. Voilà, faut savoir que au cœur de l'Actu Clap, l'objectif c'est de parler de toi, de ton parcours, de qui tu es sur scène, mais aussi en dehors de la scène. Parce que moi, je te vois voyager à gauche, à droite. Je me dis, cet homme, il est totalement fou, un électron libre qui, bref, t'es partout en même temps. Et du coup, on va parler de toi aujourd'hui. Est-ce que t'es prêt pour qu'on commence cette petite interview? Je suis né prêt. Ilyes, je sais que voilà, comme tu as pu le voir, enfin, à travers ton parcours, moi, du peu que j'ai vu, je sais que tu es une personne qui est très à l'aise vers les gens, tu as une facilité justement à communiquer, échanger, monter sur scène, quelque chose qui est très très courageux de ta part. Mais quand tu étais jeune, tu étais quel genre de petit garçon? J'étais une fille. Non, non, quand j'étais jeune, moi je suis pas né en France. Je suis né en Tunisie, je suis arrivé à 5 ans et demi et tout. Et ce qui est potentiellement intéressant dans mon parcours, c'est que en école primaire, il y a 5 classes et j'ai fait 4 écoles différentes en 5 ans. En 5 ans? En 5 ans. J'ai beaucoup déménagé. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à aller vers les gens parce que j'étais tout le temps le nouveau. Donc je devais sociabiliser très vite. Et je devais aussi désociabiliser très vite. Donc je pense que de par mon humour qui est très dans la psychologie, dans le social, etc., c'est ça qui a développé mon humour. Je pense pas avoir été le mec marrant de la classe. J'ai essayé de l'être au collège. C'était pas mon fort, quoi. J'ai blessé des gens, physiquement. Physiquement? Ah, moi je faisais des blagues physiques. Moi je faisais des blagues, tu voulais t'asseoir, je tire la chaise. Sauf que derrière il y avait une table et tu te casses la nuque. Ouais, c'était pas marrant. Non, en vrai, non, dans le fond, non. Avec le recul. Avec le recul, non. Mais C'est c'est des blagues qu'on faisait un peu. C'est des blagues de gogol, quoi. Genre, j'étais pas, on se disait pas, c'est le mec marrant. C'est plus tard, c'est au lycée que ça s'est développé, où je traîne avec des mecs avec qui je traîne toujours aujourd'hui, où il y a beaucoup de chariades, et la répartie est très importante. Et j'aime bien le mécanisme de répartie de base, donc au fur et à mesure, je parlais peu, mais je parlais bien. Donc j'avais toujours la punchline qu'il fallait, et même en cours, je m'entendais très bien avec les profs, et il y avait ce truc-là de j'aimais jouer avec les mots, donc je jouais avec comme je pouvais, quoi. Dans tes changements d'école, enfin, tout ça, ça s'est fait en Tunisie? Non, en fait, jusqu'à 5 ans et demi, j'étais en Tunisie, je suis arrivé en France, je parlais pas un mot français, et les 5 écoles, c'était en France. D'accord. Mais quand Les 4 écoles, pardon. Quand tu as voyagé justement, quand tu es passé de la Tunisie à la France, comme tu as dit, tu t'arrivais, tu parlais aucun mot français. Ça a été quoi ta technique, toi, du moins, comment tu as fait pour justement t'adapter au climat français? Je pense qu'il y a des trucs qui sont en toi, et j'ai toujours été dans l'observation, et le premier mot que j'ai appris, c'est merci. Donc c'était un mot que j'utilisais tout le temps pour rien et tout. Et petite anecdote peut-être marrante, c'est que mon vrai prénom, le vrai de vrai, c'est pas l'IS. C'est quand je suis arrivé au CP, c'était à la Courneuve, et il y avait un autre mec à la base je m'appelle Ilyes.
D'accord. Et en fait, j'ai un passeport tunisien et un passeport algérien. Il y en a un, il y a écrit Ilyes, l'autre Ilias. Et mon deuxième prénom, c'est Amine. Il y en a un avec un E et l'autre pas avec E. Et sur les deux passeports, je n'ai pas la même tête. Donc en fait, j'avais deux identités. Et il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Ilyes. Et par jalousie, j'ai refusé de m'appeler comme lui. Donc quand la prof, elle m'a dit, t'appelles comment? J'ai dit Lies. Et elle me disait non, dans tes papiers, c'est pas ça. Et en fait, comme je changeais d'école, je me permettais de changer administrativement mon prénom. Ce qui fait qu'en sortant de primaire, j'avais plus le même prénom qu'à l'entrée, quoi. Non, en vrai, c'est ouf, mais ah ouais, carrément par jalousie. C'est pas de la jalousie, mais je voyais pas pourquoi on s'appellerait pareil, quoi. Ah ouais, attends, en fait, l'objectif, c'est que t'aimes bien te différencier de tout le monde et ne pas être comme tout le monde. Oui, mais c'est juste un prénom, c'est un truc ridicule, mais je trouve que l'IS, ça me va bien. Ouais, mais après, le nom, ça reflète énormément de choses dans ta vie de tous les jours. Donc, je pense que si t'as voulu imposer le liesse, Ouais, c'est peut-être. forcément que t'as un fort caractère. Mais vu que t'as dit que t'étais algérien, je pense que ça doit jouer. C'est lié, tout est lié. Je pense que c'est lié. Et du coup, après ça, comme t'as dit, il y a l'aspect l'aspect de l'humour qui est venu, tu m'as dit, plus vers le lycée. Oui, en fait, l'humour, pour moi, c'est de la séduction pure. L'humour, je trouve ça trop beau en termes de ce que ça demande en termes de réflexion, d'observation, de vivacité d'esprit. Et utiliser ça très vite, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et justement, au collège, je tirais les chaises pas aux mecs, je tirais les chaises aux meufs pour les faire rire, mais tu sais pas ce que c'est vraiment qu'être marrant, tu vois. Tu t'essayes de faire des trucs pour provoquer une réaction. Et c'est ça l'humour, quoi. Et c'est pas, au collège, j'étais pas bienveillant et ça marchait pas avec les meufs. C'est pour ça que je me suis tourné, entre guillemets, à me construire une équipe autour de moi de juste mecs avec qui on rigole. Et même, c'était encore un humour de gogol. Un jour, on marchait sur un pont au-dessus de la Seine avec des potes à WAM. Et ils m'ont juste dit, t'es pas capable de faire ça. J'ai sauté. Ou genre, on sortit du collège, sorti du lycée. Je m'accrochais à l'arrière des bus pour gaulerie, quoi. C'est des trucs de gogol, mais qui poussaient le t'es pas cap 2. Attends, en fait, il suffit de te dire t'es pas cap 2 et. Ah, ça me stimule. Peut-être que je fais un gogol. Non, je m'en doute bien. Mais ça me stimule. Genre, je vois pas pourquoi je serais pas capable de faire ça. D'accord. Mais en fait, donc, voilà, comme j'avais dit, c'est vraiment une personne qui est totalement folle. Je me trompe pas du tout. Mais du coup, il suffit de te dire que t'es pas cap 2. Mais alors, si je te dis, si tu fais pas ça, en gros, si t'arrives pas à faire ça. Mais t'as même pas à me dire si tu fais pas ça, t'es pas. Juste, et le pire, c'est quand moi je me dis je suis pas cap 2. Là, je suis dangereux. Et c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte que tu veux te lancer dans le stand-up ou pas du tout? Non, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à la fac. J'étais à la Sorbonne en sociaux et tout. Et tu sais, à la fac, je me suis dit quoi? Je suis rentré à la fac en me disant, bon, j'étais le mec marrant du lycée, c'était gaulerie et tout, nanana. Là, je rentre où personne me connaît, donc fais le mec discret. Et en gros, pré-rentrée à la Sorbonne, je suis dans un amphi à 500 personnes. Et vraiment, je me dis vraiment, juste sois discret, quoi. Et on fait une pré-rentrée, demande si on a des questions. Je pose une question qui pour moi est logique. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et je dis, ah ouais, vous voulez me forcer à faire des trucs de ouf, en fait. Et depuis là, je me dis, en vrai, pourquoi je vais faire le mec discret si à la base, je suis pas très discret? Donc, j'ai commencé à aller dans les amphis de tout le monde. Et j'avais 5 minutes de pause, je faisais des blagues. Je me permettais de faire des blagues aux profs parce que, en vrai, j'ai intégré la Sorbonne par défaut. C'est fou de dire ça. Mais, genre, j'aimais trop faire rire et je suis devenu le clown de la fac, quoi. Où genre les gens ils se rejoignaient, on appelait ça le -1 parce que juste c'était au -1 et les gens venaient et ils savaient que j'allais faire l'animation. Ils savaient qu'on allait gaulerie, on savait qu'on allait faire des jeux. Et petit à petit tu deviens un peu le mec populaire à la fac et on m'a inscrit à la Sorbonne à Nagrap Talent à mon insu le jour même. Donc j'avais une journée pour écrire un sketch de 5 minutes. J'écris sur la fac, je joue et ça marche. Et de là, tout est parti et tout s'est lancé pour toi. Ouais. Il y a aussi le fait que j'ai jamais fait de cours de théâtre. Dès qu'il y a cours, ça me dérange. Mais il y a quelqu'un qui m'a aidé. C'est une dédicace que tu fais, elle s'appelle Louis Saillard. C'est quelqu'un qui donne des cours de parole. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un pote à mon père qui est chanteur. Éclaté, frère. Éclaté. Il est éteint. Si tu regardes ça, arrête le amour. Il est éteint de ouf. Et mon père, je sais pas comment il a eu cette idée-là, il m'a dit, bon, bah, si tu veux te lancer dans le stand-up, il faut que tu apprennes à parler. J'ai un pote à moi qui est claqué dans le rap, si tu veux suivre des cours. Et en fait, c'est une meuf qui m'a appris à parler avec le ventre. C'est tout ce que j'ai retenu. Elle connaît rien au stand-up, elle connaît rien à l'humour et tout. Mais c'est quelqu'un qui m'a aidé à me développer dans ce truc-là. Et ce que j'ai kiffé, c'est qu'elle m'a pas appris à faire rire. Elle m'a juste appris à bien utiliser les mots que j'aime bien. Ton père, en fait, je me rends compte que lui, c'était déjà aussi un chambreur. Mon père, frère, aujourd'hui, il me raconte une blague. Il a que des anecdotes, je sais pas d'où il les sort. T'as réussi à gérer tes études à côté de tout ça? Parce que tu me parles quand même de la Sorbonne, c'est pas... Je les gère encore.
Je les gère encore. Là, je suis en master. Hein, puis je fais tout pour mes parents. Et les études, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est pas fait pour savoir qui est bon ou pas, c'est fait pour savoir qui est prêt à le plus se casser la tête pour réussir. Et en vrai, les études, je me casse pas tant la tête que ça. Je suis bon à l'oral, j'ai des très bonnes notes à l'oral. J'ai 15, 16, voire 18. À l'écrit, j'ai 4. Ça fait une moyenne de 10 et je suis tout le temps passé, quoi. Du coup, tu arrives vraiment à gérer tout ce qui se passe autour. Parce que tu sais, il y a des gens qui pourraient se dire qu'avec quand tu parles de tous les coups que tu faisais déjà depuis le collège, pour moi, t'es un ouf. Mais à travers ça, quand même, t'as quand même réussi à gérer tes études. Il y a eu un secret ou quelque chose, je sais pas, par rapport à ça. Si tu veux un autre truc intéressant, on a fait un article sur moi sur le Parisien parce que j'ai fait une blague qui allait un peu trop loin. En gros, j'ai un oncle à moi qui est venu en France, il est développeur. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de vidéos sur Snap à l'époque où c'était connu et tout. Et j'ai fait croire à tout mon réseau que j'avais réussi à avoir les sujets du bac, ce qui était totalement faux. Et en fait, il y a une idée que tout le monde connaît, c'est que quand tu fais une photocopie, la photocopie enregistre, il y a une mémoire de la photocopie qui enregistre la photo que tu as prise, quoi. Et j'ai fait croire que j'avais 47 rapports en terminale, moi. J'étais délégué, j'avais 6 de moyenne générale. Donc le bac était pas facile à avoir, mais je l'ai eu. Et j'avais fait croire que j'avais réussi à choper tous les sujets du bac du monde. Je m'en même pas un peu. J'ai dit tout le monde, j'ai dit envoyez-moi vos trucs et je vous envoie les trucs et tout. Et il y a le Parisien a sorti un truc comme quoi les sujets d'histoire auraient fuité. Et j'ai fait mon bac d'histoire au lycée Charlemagne, je crois. Et on est 100 dans la classe, je suis tout au fond. Et il y a quelqu'un qui rentre pendant le sujet et qui dit ça sera pas ce sujet-là parce qu'apparemment il a été communiqué dans cette classe. Frère, les 100 ils se retournent sur moi. Mais déjà ils voulaient ta peau, c'est sûr. Mais non, ils se sont dit ça a changé, mais ils se sont dit il s'est fait cramer. Et moi je peux pas dire non, en fait c'était une blague, c'était pas vrai quoi et tout, surtout qu'au bac t'es fini. J'ai eu de la chance. Mais pour revenir à ta question sur comment je gère mes études, c'est juste de la stratégie, quoi. Dès que tu comprends ce dont ils ont envie et pas ce dont ils ont besoin, tu leur donnes ce qu'ils veulent, quoi. Du coup, après, à partir de la Sorbonne, tu te rends compte que voilà, t'es vraiment fait pour l'univers du stand-up. Comment ça a commencé tes premiers pas dans le stand-up? Ma première scène, c'est dans une église. En fait, non, mais toi, il y a vraiment rien qui va. Attends, non, mais ma première scène, c'est en gros, je tape. Faut pas leur faire la pub, je crois, parce que c'est des oufs. Pas les églises. Hein. Oui, non, je En gros, je tape scène ouverte sur Paris et je tombe sur un truc qui s'appelle Celebrity Centre. Et je tape l'adresse, j'écris. Vraiment, je mets 3 minutes à écrire 3 mois à écrire 5 minutes. Donc, je suis grave chaud, je ramène quelques potes à WAM et tout. J'arrive à l'adresse, je rentre et il y a une grosse croix et un prêtre. Et je dis, ouais, excusez-moi, je voulais pas vous déranger de ça, je cherchais un comedy club, quoi. Il me dit, c'est derrière la croix. J'ai arrête, frère. Tu vois. Je dis comment ça? Il me dit bah en fait voilà c'est ici Celebrity Centre, Comedy Club de scientologues et tout. J'ai dit ah trop bien. Faut savoir que moi je sais pas c'est quoi les scientologues à ce moment-là. Je pensais que c'était des scientifiques et carrément quand il m'a dit ça je me dis ah, je vais devoir préparer des blagues de maths quoi. Donc il me dit pas de blague homophobe, pas de blague pédophile, pas de blague. Je dis ok pas de souci, j'avais rien de ça de toute façon. Je fais ma première scène, ça se passe bien de ouf. Je vais voir d'autres comedy clubs et je leur dis ouais voilà j'ai joué là, est-ce qu'il y a moins de jouer? Et personne ne me répondait en fait. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un de bienveillant, à qui je m'entends bien encore aujourd'hui, qui me dit, tu sais ce que c'est? Je dis non. Il me dit, bah c'est une secte. Ah ouais, carrément. Et en fait, je me fermais les portes tout seul. Mais sinon, ma première scène, c'est en 2019. J'ai fait 4 scènes en 1 an, parce que, genre, j'aimais le stand-up, mais j'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui du stand-up. Genre, je galérais trop à écrire, et à l'époque où j'écrivais, frère. J'aimais pas ma méthode de travail parce que je la calquais sur les autres. Genre, faut écrire, faut s'asseoir dans des cafés, faut faire ci. Et ça me plaisait pas, mais je suivais un peu ce rythme-là qui m'attirait pas. Après, il y a eu le Covid. Et après le Covid, en fait, pendant le Covid, je faisais des vidéos éteintes sur YouTube. Et je me suis dit, en fait, ça me plaît pas de parler face caméra et de vouloir faire rire face caméra. Les sketchs comme ça m'intéresse pas. Il y a que la scène qui me faisait vibrer. Je me suis vraiment rendu compte que vraiment ouais, ta force, du moins quand je t'ai vu jouer, au moment où on s'est rencontrés, c'est que toi, tu as une facilité à interagir avec le public et c'est vrai que c'est pas un exercice qui est facile en tant qu'humoriste, qu'il y a beaucoup de gens en fait que des fois on peut trouver forts sur scène. Oui, après dans l'aspect de la scène, avec un texte bien écrit, ils sont très très forts. Mais l'interaction pour moi, c'est là que tu vois vraiment si la personne elle a vraiment un niveau élevé dans l'univers du stand-up. Mais quand justement tu disais que justement tout ce que tu faisais ça te plaisait pas, que tu suivais un peu le mood de tout le monde, t'as pas pensé à arrêter? Non.
Ça, jamais. J'ai jamais pensé à arrêter. Même après, on en parlera des pauses que les humoristes s'imposent et tout. Moi, j'ai rien de tout ça. Mais t'as dit un truc que j'ai trouvé intéressant sur l'interaction. En fait, c'est pas forcément que le niveau est plus élevé, mais dans l'humour, pour moi, il y a deux types d'humoristes. Il y a ceux qui savent faire rire et il y a ceux qui sont marrants. Ceux qui savent faire rire, techniquement, c'est des monstres et je suis incapable d'écrire une blague. Par contre, personne peut être comme moi. Genre, la manière dont je vais te parler, ça sera que moi, quoi. Et je suis drôle. Par contre, je sais pas faire rire. Et justement, je mise sur cette force-là. De quand je vous parle, je vous estime. Donc, je vous parle comme on aimerait qu'on me parle et je vous taquine comme on aimerait qu'on me taquine. C'est pour ça que la fois où tu étais venu, en plus, c'est pas des conditions faciles, mais c'est là où tu évolues le plus. C'est ça qui est intéressant. Bah, de toute façon, je le vois. Hein. Toi, quand tu parles d'évolution, j'ai vu que maintenant, tu bougeais sur beaucoup de villes. Et je sais que tu vas tester tes blagues carrément même à des frontières allemandes avec des noms de villes bizarres. Mais non, mais j'ai vu l'évolution. Et mais du coup, après ça, c'est-à-dire que dans la suite de ton parcours, c'est-à-dire que certes, t'as enchaîné justement dans l'église, t'as repris justement le stand-up dans d'autres scènes, mais après, ça s'est passé comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Surtout le après-Covid. les 3 premiers mois, je reprends la scène, je fais des comedy clubs où j'apprécie la difficulté qui est présente dans ces comedy clubs. Si tu fais rire, c'est que c'est vraiment marrant. Et de manière générale dans la vie, j'aime beaucoup la simplicité, mais pas la facilité. Et je trouvais que, tu sais, plus je faisais des grandes salles, plus c'était facile, et plus j'étais frustré en mode, ok, c'est marrant, mais qu'est-ce que je dois travailler en fait? Et un jour, je sors du Paname et je parle avec un humoriste qui s'appelle Tom Baldetti, et il m'explique qu'il vient de Toulouse. Et je dis, ah, c'est fou, tu viens sur Paris pendant un petit temps et tout. On discute un peu et j'apprends qu'il y a des comedy clubs à Toulouse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les autres villes, on a plus de temps. C'est qu'à Paris, je jouais 3-5 minutes et il me disait, bah, si tu veux jouer à Toulouse, il fait 10 minutes. Et en fait, dans les autres villes, on leur apprend à être bon sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de one-man show ailleurs, c'est qu'ils écrivent 1 heure plus rapidement, mais ils sont moins efficaces. Et à Paris, on nous apprend l'efficacité. Il y a des comedy clubs où tu as 3 minutes pour faire rire, donc tu essaies d'enchaîner. Et moi, toujours dans ma logique de stratège, bah en fait, je vais allier longévité et efficacité. Pour qu'en fait, j'ai un rythme soutenu et que je puisse durer sur le temps. Et en même temps, en fait, je prends la force de la capitale et la force de la province. C'est pour ça que j'ai commencé à bouger. Et c'est quoi l'expérience justement de jouer ailleurs? En fait, c'est que je réfléchis pas. Je suis mes envies. Et ce qui était fou au début, c'est qu'aujourd'hui, je bouge avec des trains. Mais avant, je prenais des bus. Je faisais 8 heures du bus pour aller à Toulouse et jouer 10 minutes. Et c'est intéressant parce que c'est un autre public. Première scène en dehors de Toulouse, c'est dans une crêperie. Va expliquer à ma mère que je fais 8 heures de bus aller et 8 heures de bus retour pour jouer 10 minutes dans une crêperie. Mais moi, j'ai kiffé. J'avais tellement peur de rater mon bus que j'ai joué avec mon sac pour que je dise au revoir et que je bombarde prendre le bus retour. Mais à ce truc-là de ailleurs, c'est un autre public et justement, le fait de voyager énormément, ça te permet de pas avoir de zone de confort et de sacraliser aucune scène. Et que en fait, ce soit toi qui soit la force du lieu où tu joues et pas l'inverse, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont tétanisés de jouer dans certains lieux et tout, mais moi, je suis tout terrain. Mais si tu veux que je rajoute un truc, par rapport à quand j'ai commencé à me déplacer, tous les humoristes parisiens me disaient d'arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que tout se passait à Paris. Genre, nous on se bat pour venir à Paris, et toi tu quittes Paris pour aller dans les villes que nous on quitte. Et vraiment, les gens ils me disaient, mais tu fais 16 heures de bus que tu payes pour jouer dans des endroits où nous on fuit. Mais moi je savais pourquoi je faisais ça, sur le long terme. Aujourd'hui, c'est ma marque. D'ailleurs, justement, pour parler de ta marque, justement, il y a un concept que tu mets en avant qui, moi, me tue de rire. Et franchement, j'avoue, c'est le fait qu'à chaque fois que tu vas jouer dans une autre ville, tu dois dormir chez quelqu'un. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? En fait, je t'explique comment il est né. Comme je te disais au début, je voyageais beaucoup en bus. Il y avait des bus tard le soir à minuit et tout. Et c'était cher. C'était vraiment très cher et tout. Et au bout d'un moment, je me dis, pourquoi pas prendre des trains? Il y a un abonnement TGV Max que faut utiliser avant 28 ans et tout. Et quand tu prends le train, il n'y en a pas après 22 heures, quoi. Et les scènes, en général, se terminent après 22 heures. Donc, la première fois que je teste ce concept-là, qui s'appelle J'ai rire chez vous, je finis ma scène et je dis, trop bien, on a rigolé. Comme je vous ai dit, je viens de Paris. Mais moi, j'ai pas où dormir ce soir. Donc, si quelqu'un a de la place et que je dérange pas, venez me voir à la fin et je dors chez vous. Et à chaque fois, tu as réussi à dormir chez quelqu'un? 80% du temps, oui. Mais ce qui est fou, c'est que la première fois que je le fais, je pense que les gens ont senti que je parlais avec le cœur. La moitié du public s'est proposé pour m'héberger. Et les jours où ça n'a pas marché, comment t'as fait? C'est les meilleures nuits. C'est les nuits où tu te remets en question et c'est les nuits où tu te permets pas d'échouer. C'est l'une des nuits les plus marquantes. Je passe des nuits dehors déjà. Je marche. Je dors jamais dehors, jamais je me suis endormi dehors et tout. Je mets mes écouteurs, je marche toute la nuit, je pense. Et c'est là où je me suis connu. T'es vraiment tout seul, quoi. Tu marches dans des rues où tu connais personne et t'as juste
6-7 heures de marche dans la nuit, tu prends le premier train, et il y a l'une des nuits les plus marquantes, c'est une nuit où je joue à Annemasse, qui est une ville proche de la Suisse. Je suis obligé de retourner à la ville d'Annecy, parce que mon premier train est à 5h30, donc je peux même pas être hébergé chez quelqu'un et tout. Je m'assois devant la gare, quelqu'un me dépose et tout, je m'assois devant la gare, et tornade de pluie. Une pluie, mais tu sais quoi, elle était énorme. Et déjà, c'est chiant quand tu marches dans la rue que t'es un peu mouillé. Là, pendant 5 heures, la pluie, elle te tombe dessus et il y a nulle part pour t'abriter. Et tu sais, si on me filmait à ce moment-là, j'étais juste un ouf qui rigolait. Et vraiment, je faisais que rire. Et je me dis, c'est grâce à ces moments-là où en fait, je vais devenir trop fort et je peux pas me permettre de pas réussir. Ta famille, ils en pensent quoi? Ma mère, elle a mis du temps à comprendre que je dormais dehors. Elle savait pas au début. Elle me disait, je dors chez qui? Je disais chez des humoristes et tout. Parce que, évidemment, c'est des parents qui ont peur et tout. Et ma mère, quand je me suis lancé dans le stand-up, elle se disait, c'est une passion comme une autre, ça va passer. Et au fur et à mesure, plus j'ai fait des trucs dont elle entendait parler, plus en fait, elle s'est rendue compte que j'allais trop vite pour elle. Que, en fait, là, on est dans un stade où elle se dit, il est inarrêtable. Où les blagues dans l'avion, par exemple, quand ma mère elle a vu ça, elle a dit mais t'es fou en fait, t'es fou. Et j'ai joué dans des endroits où personne n'a joué, je fais des plans que personne n'accepte. Et en fait, tu sais, c'est comme tu crées tu crées quelque chose, tu crées un âne, et en fait, tu reviens 2 ans plus tard, c'est un cheval. Tu peux plus rien faire. Du coup, tu as réussi à la rassurer. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vises dans le stand-up? Parce que je vois que tu es vraiment passionné, habité par ce que tu fais, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un objectif clair, net et précis. Parce que les objectifs, ça te ralentit. Mais si je devais avoir, entre guillemets, un prix, ça serait être le meilleur de ma catégorie et être le seul de ma catégorie. C'est en fait être incomparable. On pourra toujours comparer des humoristes forts, mais tu pourras jamais comparer un humoriste puissant. C'est arriver à un stade où, en fait, on se dise, il a rien à voir. Tu peux pas parler avec des trucs et tout. Si tu fais un truc un peu marrant, un jour, c'est une référence un peu pour tout le monde et tout, mais un jour, je vois Gad Elmaleh jouer au Paname, et il y a une phrase qui résonne dans ma tête, en le regardant jouer. Et je rigole pas. Quand je regarde du stand-up, je rigole pas du tout. Je suis très dans l'analyse en mode, ce qu'il a fait, je l'aurais pas fait pareil. L'angle qu'il prend, j'aurais pas pris celui-là. Je suis tout le temps dans la déviance de ce qu'il est en train de faire. Je vois Gad Elmaleh jouer, je me dis un truc. Le lendemain, je marche, et tu sais, il y a des hypnotiseurs dans la rue des fois et tout, et je croise un groupe. Ils veulent m'hypnotiser, ils m'hypnotisent et tout. Avant, on parle un peu du fait que je fais du stand-up. Le mec, il m'hypnotise. Et il me fait apparaître, entre guillemets, Gad Elmaleh devant moi et tout. Et il me dit, ouais, t'es content de me voir? Je dis, ouais. On se serre la main, il me dit, viens, on prend une photo ensemble. Je dis, non. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'un jour, je serai plus fort que toi, gros. Et tu sais quoi, les gens autour, ils se sont dit, mais il est fou, quoi. Alors que c'est, en fait, la phrase que je lui ai dit, c'est ce que je me suis dit la veille. C'est, je vois aucune raison pour laquelle je serais pas plus fort que lui un jour. Aucune. Genre, il n'y a aucun humoriste aujourd'hui où je me dis, avec le travail et le potentiel que j'ai au fond de moi, si je l'exploite bien, je vois aucune raison de pas être au moins aussi fort. Et je trouve que le stand-up aujourd'hui, même les mecs forts, ils pourraient être encore plus forts. On se repose trop sur nos acquis. C'est limite, ouais. On n'a pas de limite. Le truc de dormir chez le public, quand je le faisais au début, on m'a dit, t'es fou. Aujourd'hui, c'est ma marque. Ouais, c'est ta marque de fabrique, quoi. De toute façon, je l'ai bien vu sur les réseaux. Et même, c'est fou. J'ai été hébergé chez une centaine de personnes dans 60 villes différentes. J'ai découvert des endroits trop beaux en France. Même si je bidais, et c'est ça aussi pourquoi je voyageais beaucoup, c'est, aujourd'hui, même en train, je fais 2 heures de route pour aller dans des villes où je joue 10 minutes. En gros, j'ai pris trop de temps, j'ai trop investi pour pas prendre de plaisir sur scène. Et c'est un métier de partage. Et je pense qu'il faut que tu donnes de toi pour qu'on te le renvoie. Et si je donne du plaisir, on en prendra. Tu sais, tu vois un mec sur scène, il bide, mais il est mort de rire de ça. Tu dis, frère, il kiffe. Après, il faut avoir conscience que c'est pas marrant ce que t'as fait. Oui, quand même. Mais je kiffe. Le truc, quand je bide, je m'en fous des blagues. Ça, on peut en faire 1 milliard. Mais dans mon état d'esprit, je veux que quand je sors de scène, on se dise, il est drôle. C'est quoi la prochaine étape? Parce que là, c'est j'irai dormir chez vous. Après, ça va être quoi? J'irai tuer chez vous. Mais les gens, ils t'ont pas trouvé bizarre, tu sais, quand tu dis, ouais, comme ça, je viens pour dormir chez toi. Non, parce que là, ils ont compris l'intention. C'est un humoriste et il y a ce truc-là de, imagine, tu vas au cinéma, il y a le mec que tu vois dans le film, même si c'est un film amateur, il vient dormir chez toi. Les gens, ils ont un tas de questions sur le stand-up. Eux, ils pensent apprendre de moi, mais c'est moi qui apprends d'eux. Toi qui connais un peu les gens, qui aiment les liens sociaux, imagine ce que j'ai dû apprendre
en dormant chez une centaine de personnes, sur leur train de vie, sur leur culture, sur leurs difficultés, sur comment ils traversent des moments difficiles, sur ce qu'ils ont vécu. Imagine moi, depuis petit, qui m'enrichit les gens, imagine ce que j'ai appris en étant hébergé par des inconnus. Juste le temps d'un soir. C'est pour ça que en fait, ça me sert à rester humble. En fait, si je réussis, mon public l'a réussi en même temps, quoi. Vu que c'est lui qui m'hébergeait. Vu que c'est lui qui me donnait la force. Non, mais en tout cas, ce que tu as dit, c'est très très beau et moi je trouve ça magnifique en fait, parce que c'est vrai que, en plus, ce que je kiffe, c'est que dans ces soirées-là, dans les échanges que tu as avec les gens, généralement, c'est des échanges que tu vis qu'une seule fois. C'est terrible. Ouais, c'est des moments que tu vis une seule fois et c'est des moments assez marquants. C'est un peu comme le délire où, tu sais, des fois, tu restes des soirées posées que tu refais le monde. C'est les meilleurs. Ça, pour moi, c'est vraiment les meilleures soirées que tu peux avoir avec, si t'es avec les bonnes personnes surtout, parce que c'est pas avec les bonnes personnes, c'est pas drôle. Mais il faut que tu me parles aussi de ton délire de spectacle d'une heure. T'as même pas de spectacle et tu pars, tu vas jouer des spectacles. Je comprends rien. Là, je vais te parler d'un mec qui est à Grenoble, qui tient une petite association qui s'appelle Bar de Rire. Et en gros, ce mec-là, je fais un bourbier pour lui, où genre, à la base, c'est une salle de 100 personnes, on arrive il y a 20, on devait faire 30 minutes chacun, mais il m'avait déjà programmé pour d'autres trucs un peu carrés. Et le public est très dur. Carrément, quand tu dis je suis fou, mais il y avait des vrais fous, parce que quand j'ai demandé à la ville c'est quoi votre spécialité, ils m'ont dit on a un asile. C'est la spécialité de la ville. Bon. Et l'humoriste qui devait faire 30, il fait 15, donc je dois combler avec 45. Donc je comble avec 45, je réussis à attraper un peu le public, le mec il kiffe. 2 semaines plus tard, il m'appelle la veille pour le lendemain pour jouer dans un bus qui fait Grenoble-Bourg-en-Bresse pendant 2 heures pour fêter l'anniversaire d'un mec qui fête ses 70 ans. Donc, j'ai joué pendant 2 heures dans un bus en mouvement pour l'anniversaire d'un mec qui a 70 ans. Donc, je te laisse imaginer la tranche d'âge du bus, les virages, comment tu les prends. Et moi, à ce moment, j'avais 30 minutes de blague et j'ai tenu 2 heures. Moi, je l'ai pas fait pour l'entertainment. Je me suis dit, si je fais 2 heures, plus tard, 1 heure, ça va être du gâteau. Il me rappelle et il me dit, j'ai un plan pour jouer dans un bar tapas pour une station de ski. Je lui dis, on est combien? Il me dit, t'es tout seul. Je lui dis, mais j'ai pas 1 heure. Il me dit, oui, mais fais du liesse. J'arrive, il y a écrit bar, tapas, burger. Personne n'est au courant qu'il y a du stand-up. L'entrée est gratuite, la sortie est gratuite. J'ai pas de micro. D'accord. Je joue 1 heure. 2 jours de suite. L'affiche, elle est archi marrante. On dirait un ancien mec qui revient, qui fait un comeback. Et l'exercice était hyper intéressant. Je suis toujours dans le truc de, en fait, j'ai tellement pas de zone de confort que ça devient ça ma zone de confort. C'est à ce truc-là de, j'ai découvert que j'avais 1 heure. Que je peux tenir 1 heure, que je peux tenir 2 heures. Mais du coup, cette heure-là, tu comptes pas la faire sur Paris. Parce que sur Paris, comme tu dis, ils te donnent pas totalement le temps de jouer un spectacle. Oui, et c'est pas grave. Sur le long terme, j'aurai mon 1 heure. Car pour te dire à quel point je me projette, je connais les thèmes de mes 3 prochains spectacles. Je sais pas combien de temps je vais les jouer chacun, mais je sais ce que je vais faire, quoi. En tout cas, je sais ce que je veux faire. Quel message t'adresserais aux humoristes qui t'ont dit que t'étais totalement fou au début dans tout ce que tu faisais? Vous avez raison. Mais au final, non, par rapport. Mais c'est ça qui fait la différence entre eux et moi. Ils sont marrants, mais ils sont pas moi. Franchement, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'échange avec un humoriste aussi fou. Que franchement, sortir de autant ta zone de confort, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et merci à toi en tout cas pour avoir partagé ça. Avec grand plaisir. Parce que c'est un kiff total. Et j'ai encore une dernière question avant d'arriver à la fin de cette interview. C'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes peut-être qui ont encore peur de se lancer dans le stand-up ou qui se limitent ou qui des fois écoutent trop justement les humoristes? Parce que comme tu disais, à un moment donné, t'es sorti de ta zone de confort. Au début, tu faisais un peu comme tout le monde. On t'a dit, il faut écrire dans un café, etc. Tu faisais pareil. Toi, t'as été à contresens de tout le monde, chose que moi, je kiffe totalement. Mais en fait, quel conseil tu donnerais aux personnes qui des fois se sentent justement pas de suivre tout le monde et qui aimeraient faire ce qu'ils aiment faire? C'est quoi en fait le petit truc pour se challenger, pour sortir de ce truc-là? Genre, écouter les gens, c'est hyper important. Genre, je suis archi dans l'écoute, mais si t'écoutes et t'appliques ce qu'ils disent, t'es un suiveur. Et c'est pas les suiveurs qui réussissent. Genre, il y a pas de groupe qui réussissent, encore moins dans ce milieu. C'est un milieu où j'aime énormément faire des passes, etc. Mais c'est un milieu de solitaire. Si tu veux réussir, justement, c'est en t'écoutant toi-même. Il y a une phrase qui est connue, c'est en voulant être personne, tu deviens quelqu'un. Et vraiment, tu suis personne. Enfin, là, on va rentrer dans le truc technique, mais si tu suis quelqu'un, c'est là où t'es personne. Donc, crée-toi toi-même. Genre, c'est là où tu fais la diff. Genre, les personnes les plus enrichissantes, c'est pas ils se sont fait tout seuls, mais ils se sont développés eux-mêmes, quoi. Moi, dans le stand-up, je m'enrichis de tout, sauf le stand-up. J'adore la musique, j'aime bien les liens sociaux. Enrichis-toi de tout, sauf de l'activité même, quoi.
C'est, je sais pas comment expliquer, mais un archer, s'il s'entraîne que sur une cible, le jour où il va tomber sur un animal qui court, il va pas savoir parce qu'il a l'habitude que la cible bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? Je te rejoins totalement. Mais par rapport aux autres humoristes, t'es pas dans un truc de concurrence. Aucune. Et je souhaite à tous les humoristes, quel que soit leur niveau, qu'ils réussissent. Parce que notre taf, c'est faire rire les gens. Plus on est, plus il y a des gens qui rigolent. C'est ça la source de ce métier-là, et c'est ça l'essence même de ça. Et si j'ai un autre conseil, c'est dans la vie de tous les jours, t'as jamais grandi de ta réussite. Et même les scènes les plus frustrantes, c'est quand je marche. Quand je fonctionne, je sors, je me dis, j'ai rien à apprendre. De cette scène-là, j'ai rien à apprendre. Donc, il y a que les bourbiers, et même quand je me retrouve dans des scènes faciles, il faut que j'éclate l'ambiance pour jouer dans des conditions qui me plaisent. De ce truc-là, là, on va charmer. Quelle que soit la relation que tu as, si tu vas voir une fille et première interaction, tu lui dis tu me plais et elle se dit je te plais, bah en fait, il y a rien à faire. Il n'y a plus de jeu. Et l'humour est un jeu. Et je vais gagner. Il y a une scène, qu'est-ce que je raconte? Il y a une scène, pardon, excuse-moi, que tu vises. Le Stade de France. Stade de France, carrément? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est grand. Mais c'est pas toi qui me disais que justement tu n'aimais pas jouer devant plein de gens? Oui, mais ils vont s'habituer. Mais j'ai envie de faire le Stade de France, pas en mode spectaculaire. J'ai envie de faire le Stade de France, je rentre et je fais, ça va ou quoi, le Stade de France? Juste ça. Juste ça. Bah, genre, je veux que l'aura suffise. Il n'y a pas besoin de feu d'artifice et tout. Il y a ce truc-là de simplicité. Et je pense qu'au niveau stand-up, c'est vrai que l'interaction est pas mal en ce moment, mais je pense que le futur, c'est ok, on rigole, mais pourquoi on rigole et de quoi on rigole? C'est là qui sera intéressant. C'est après les gens, l'un des humoristes qui marche bien en ce moment, c'est Roman Fressinet et Fari, parce que leurs idées sont plus fortes qu'eux. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est voilà ce que je pense, et venez on partage. Bah écoute, merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Pour cet échange où j'ai été totalement déconnecté. Il déstabilise pas que les femmes. Et j'ai dit non, mais là, pour le coup, j'étais totalement déconnecté. Merci en tout cas à toi pour être venu sur ce média. Merci pour ton passage. Et on continuera de suivre tout ce que tu fais avec grand plaisir. Et merci en tout cas pour ce que tu partages. Merci pour ce que tu véhicules. Et comme je te l'avais dit quand tu avais posé la question, j'avais dit que tu étais en avance dans ton temps. Et c'est quelque chose que c'est vrai. Ça, c'est l'un des meilleurs compliments qu'on m'ait fait. Mais je le pense réellement jusqu'à maintenant. Comme je t'ai dit, c'est comme j'expliquais justement à l'équipe, c'est que vraiment quand j'ai vu ton jeu, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était futuriste. Je sais pas encore, même moi techniquement, je pourrais pas t'expliquer, mais j'ai vu qu'il y avait un truc en plus par rapport à la masse. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je te souhaite en tout cas d'aller très très loin. T'as une vision qui est ouf. Merci. Et vraiment, continue, lâche pas. Et de toute façon, je pense que j'ai pas besoin de te le dire. De toute façon, je suis en train de n'importe quoi sur ton chemin, toi, tu peux pas t'arrêter. Justement, mettez-moi ce que vous voulez. Non, mais c'est très très bien en tout cas. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder cette interview. On vous dit à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la page de l'IS, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire et à partager. On se dit à très très vite la famille. Ciao, ciao.